Donc l'AFNH, c'est une organisation de protection de l'environnement qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. Et on mène à la fois des actions de sensibilisation auprès des différents publics et de manière croissante, on travaille à des propositions de mesures politiques que l'on défend auprès des décideurs. On travaille sur la mobilité depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi ? Parce que tous nos déplacements du quotidien sont une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. Et une source d'émissions majeure de polluants atmosphériques. Donc on a là deux problématiques majeures, le climat, la pollution de l'air, et donc on a une urgence à agir sur ce secteur. Une urgence à agir et pour réduire l'impact environnemental de nos déplacements, et en même temps, on a cette obligation de pouvoir garantir, dans cette transition écologique, l'accès de tous à la mobilité. Faire en sorte que personne ne reste sur le bord de la route. Faire en sorte que les voitures les moins polluantes, ce ne soit pas juste pour les catégories les plus aisées de la population. Faire en sorte que la possibilité de se déplacer en vélo pour les déplacements de proximité, ce ne soit pas juste les gens qui habitent dans les centres-villes, etc. Donc, en fait, on a vraiment cette exigence à la fois de réduire l'empreinte environnementale des transports, et ce, très rapidement, et en même temps d'embarquer tout le monde pour pas que la transition écologique soit un vecteur d'inégalité croissante. Et on a bien vu avec la crise sociale qu'on a, qui a explosé depuis un peu plus d'un an maintenant, que c'est une exigence à laquelle on ne peut pas échapper. On a déjà, dans un premier temps, participé aux assises de la mobilité, qui ont été lancées en septembre 2017 et qui se sont terminées en décembre 2017, 3 mois plus tard. Pourquoi on a voulu participer à ça ? Ça, c'est quelque chose qu'on demandait depuis un moment, qu'il y ait un débat national sur cette question des transports. La question des transports, c'était un peu le sujet oublié, y compris quand on parlait environnement. Il n'y a rien qui était sorti du Grenelle de l'environnement quelques années avant et de la loi sur la transition énergétique sur cette question des transports. Quasi rien. On n'avait rien, on n'avait pas d'avancée. On avait sur le secteur des transports au moins 10 voire 20 ans de retard. Et la dernière loi concernant les transports, c'était la loi Loti au début des années 80. Donc 30 ans plus tard, on a enfin une grande loi sur cette question des transports. Et le principal enjeu, c'était de passer d'une politique transport, où on parle infrastructure, gros investissements, avec des ingénieurs, à une loi sur la mobilité, et donc une loi où on prend en compte les usages et les besoins finalement des citoyens. Et une loi qui soit plus près, au final, des besoins réels, pour avoir une plus grande capacité à agir notamment sur cette empreinte environnementale qui est majeure. Je rappelle que les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. En plus, dans le secteur des transports, il y avait des concertations avant 2017, des concertations sur les politiques publiques, mais dès qu'on abordait les questions environnementales ou sociales, c'était plus ou moins bien perçu, plutôt mal dans les faits, et on n'arrivait pas à avoir des avancées. Je rappelle qu'on a eu le Dieselgate. Qu'est-ce qu'il y a eu après le Dieselgate pour réduire la pollution dans les villes ? Rien. Est-ce qu'il y a eu des rappels des véhicules les plus polluants ? Il n'y en a pas eu, contrairement à dans d'autres pays. On est très en retard sur les systèmes d'information qui permettent d'aller d'un point A à un point B avec en mobilisant plusieurs moyens de transport. On est très largement dépendant de la voiture. Bref, on était très en retard. L'intérêt de la loi LOM pour nous, c'était du coup de combler le retard et de mettre enfin un pied dans le 21e siècle avec des politiques de transport et de mobilité adaptées enfin à notre époque. Notre point de vue sur la LOM, c'est que de fait, on a mis un pied dans le 21e siècle, mais on ne répond pas aux défis du 20e siècle et notamment aux défis climatiques, puisqu'on ne répond pas à l'urgence climatique et on n'a pas pris la mesure avec cette loi de l'ampleur des transformations que la lutte contre le changement climatique exige. Donc des avancées, mais une insuffisance. Donc on a des avancées, parce que typiquement on va avoir des politiques publiques qui sont enfin ouvertes aux collectivités, et les collectivités vont pouvoir s'emparer, doter d'outils de ce sujet des transports et de la mobilité. Et comme je vous disais, on passe d'une politique transport à une politique mobilité, ça veut dire qu'on s'ouvre aux nouvelles mobilités qui avant étaient qui étaient négligées et quasi niées des politiques transport. On va s'intéresser tout d'un coup au covoiturage qui devient un sujet, au vélo qui avait complètement disparu des radars. On s'intéresse ainsi à une panoplie de solutions
qui permettent de répondre aux besoins, et par conséquent on va avoir un vrai boost, je pense, sur les années à venir en termes d'innovation. Donc on a également des avancées sur tout ce qui est vélo, c'est le premier point. Donc beaucoup de mesures en faveur du vélo. Le vélo, c'était 10% des amendements qui ont été déposés pour la LOM. Des avancées sur le vélo, des avancées pour défaire tous les obstacles qui persistent depuis des années pour pouvoir développer les voitures électriques, que ce soit dans les copropriétés ou sur les lieux de travail. Des mesures qui vont dans le sens également d'une meilleure gestion des données sur les déplacements et qui vont permettre de mettre en place des systèmes d'information coordonnés pour faire un trajet d'un point A à un point B en mobilisant différents modes de transport. Donc tout ça, ce sont des avancées qui enfin vont permettre de progresser à la fois en ville et dans les territoires qui sont plus éloignés de l'offre de transport public. Il y a dans cette loi mobilité il y a eu un réel effort d'intégration des enjeux de la transition écologique qui est assez inédit de fait. Donc les enjeux sont mentionnés et l'État s'est fixé des objectifs. Et est inscrit dans la loi l'objectif de décarbonation complète des transports à horizon 2050. Ça veut dire un objectif zéro émission nette. Cet objectif, il se décline avec un objectif de fin de vente des véhicules essence et diesel à horizon 2040, avec une obligation de renouvellement des flottes d'entreprises, taxis, VTC, qui est, mine de rien, assez ambitieuse et qui vont permettre d'accélérer le renouvellement des flottes pour aller vers l'électrique et d'assurer le décollage vers l'électrique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça accélère aussi donc la fin et la sortie des carburants fossiles, du diesel et de l'essence. Donc on a cet effort qui est fait. Par contre, c'est très flou sur les moyens et la façon dont on va y parvenir. Les principaux leviers qu'on a pour agir sur les pratiques des citoyens et des entreprises et des acteurs en général, tels que la fiscalité ou l'investissement, là-dessus, par contre, on peine et on avance finalement peu par rapport à ce qui était prévu au départ. Si je reviens sur la fiscalité a été complètement exclue du projet de loi mobilité. Donc on nous a dit que ce ne sera pas dans la LOM, ce sera dans le PLF, mais on voit bien que dans le PLF, on n'arrive pas à faire émerger ces mesures, ou alors à minima. Et on a toujours des secteurs qui sont exonérés de taxes. La France donne toujours la priorité et l'avantage aux modes qui sont les plus polluants, puisqu'aujourd'hui sont exonérés de taxes sur les carburants fossiles, notamment le transport routier de marchandises et l'aérien. Et aujourd'hui, les quelques centimes de taxes ou euros pour l'aérien qui ont été rajoutés ne permettent pas d'infléchir et de donner finalement un avantage aux modes qui sont les moins polluants. Sur l'investissement, donc l'investissement c'était quand même le nœud de cette loi mobilité, puisque tout était parti du discours du président de la République Emmanuel Macron sur le fait qu'on avait une programmation des infrastructures qui était finalement peu financée, avec des tas de projets d'infrastructures, donc des routes, des rocades, des lignes, y compris des lignes de chemin de fer, et qu'on avait du mal à les financer. Donc finalement on ne faisait que retarder successivement les travaux. Donc un des objectifs de cette loi, c'était quand même de faire le tri dans tous ces projets qu'on a dans les différents territoires. Là-dessus, au résultat, on a quoi? Oui, on a assaini la politique avec certains projets qui sont finalement annulés, comme ceux de... Il y en a un qui était emblématique, notamment l'A45, donc c'était la construction d'une nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, et qui finalement est annulée. Ça, c'est un petit pas, c'est un pas en avant qui est réel, puisque finalement les discussions dans le cadre de la loi mobilité ont permis de dire finalement on n'a pas besoin d'une autoroute en plus, mais on va se contenter de peut-être réaménager, moderniser la ligne, l'autoroute existante et réaménager la liaison ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. Donc c'est un plus. Maintenant, dans la programmation des infrastructures pour les 10-15 années à venir, on a toujours une dizaine de projets de rocades et d'autoroutes qui sont contraires aux engagements climatiques. C'est-à-dire que quand on construit une nouvelle route ou quand on construit une nouvelle rocade, on sait que ça va générer des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, il n'y a absolument rien qui dit comment on va faire pour réduire ou compenser
ces émissions supplémentaires. Donc on a à la fois, je vous disais, des objectifs de décarbonation qui sont inscrits dans la loi, et en même temps, on maintient une programmation des investissements dans les infrastructures où on va finalement financer du surplus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc sur les investissements, on n'est pas encore totalement cohérent. Autre défaut de la loi, c'est qu'il y a un impensé majeur qui est la question de la sobriété. Quand on dit sobriété, on dit quasiment un gros mot. La question de la sobriété, c'est la question de la maîtrise des déplacements. Parce qu'en fait, quand on a des objectifs climat, et notamment quand on a un objectif de décarbonation complet, il va bien falloir qu'on maîtrise les déplacements. Aujourd'hui, on a une augmentation continue du nombre de déplacements et des distances que l'on fait au quotidien. Et ça, il va falloir qu'on arrive à le maîtriser. Alors dès qu'on dit maîtrise, on a l'impression de mettre une contrainte et d'assigner en quelque sorte les gens à résidence. Or en fait, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est qu'on va avoir besoin, pour répondre aux objectifs climat, de réduire les déplacements qui sont contraints, subis, ceux qui sont liés aux embouteillages, aux distances trop longues quotidiennes, celles qui fatiguent, etc., pour pouvoir laisser la capacité de se déplacer pour tout ce qui est déplacement choisi. Mais ça veut dire qu'on a besoin de maîtriser l'urbanisme, l'aménagement, et de recréer un urbanisme, un aménagement des courtes distances. On a pendant trop longtemps misé sur un pétrole peu cher, sans prendre en compte les coûts environnementaux de nos déplacements. Et progressivement, nous avons allongé les déplacements au quotidien. Donc on a vraiment tout à y gagner en retravaillant sur l'urbanisme et l'aménagement pour recréer de la proximité et réduire les déplacements contraints au quotidien. C'est aussi une des conditions pour qu'on puisse mieux vivre là où on est dépendant de la voiture individuelle, là où il y a moins de transport public. Et ça doit permettre également de réduire les coûts qui sont liés au transport, les coûts pour la collectivité, mais les coûts aussi pour tout un chacun, pour les citoyens, pour le budget des ménages, puisqu'on a un coût croissant. Le transport pèse de manière croissante dans le budget des ménages et ça précarise une partie de la population, notamment ceux qui sont les plus dépendants de la voiture individuelle. Et c'est ce qu'on a vu et très bien dans ce mouvement des Gilets jaunes à l'automne 2018. Au bilan, cette loi mobilité, c'est quelque part le symbole de l'impuissance de l'État à agir directement pour lutter contre le changement climatique et la pollution de l'air. En revanche, il nous livre une boîte à outils dont les collectivités sont invitées à se saisir pour agir concrètement à leur échelle et de manière adaptée aux besoins sur leur territoire. Les collectivités territoriales, alors les mairies, les intercommunalités et les régions en tête vont avoir un rôle clé pour justement faire vivre et appliquer cette loi d'orientation des mobilités. Premièrement, elles vont devoir monter en compétences pour pouvoir définir un plan de mobilité à l'échelle de leur territoire. Ce plan de mobilité, il est écrit dans la loi qu'il doit répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air, de lutte contre l'étalement urbain, et le tout dans une logique d'inclusivité, c'est-à-dire qui permettent de garantir le droit à la mobilité pour tous les habitants du territoire. Donc la meilleure réponse conjointe à ces différents objectifs, elle ne peut être apportée que par les collectivités qui sont en prise avec les réalités du territoire et les différents acteurs. Pour pouvoir y répondre, elles vont convoquer les parties prenantes du territoire dans ce qui est appelé par la loi donc le comité des parties prenantes. Ce comité des parties prenantes, il va rassembler les entreprises, évidemment, qui jouent un rôle clé, à la fois par le financement qu'elles peuvent apporter et puis par leur connaissance et l'effet qu'elles peuvent avoir sur les déplacements du quotidien, mais également les associations d'usagers, les associations environnementales, les opérateurs de transport, évidemment. Donc on va avoir cette capacité qu'auront les collectivités à faire jouer l'intelligence collective pour répondre de la manière la plus adéquate possible et la plus ambitieuse, évidemment, aux objectifs précités. Un exemple, elles ont aujourd'hui à travers la loi donc, différents outils, la possibilité de mobiliser les nouvelles règles pour favoriser le vélo va être déterminante. Elles peuvent accéder à des financements, elles ont
Donc des financements pour mettre en place des infrastructures, pour développer les services vélo et pour développer également les compétences sur le vélo. Mais pour ça, elles vont s'appuyer à la fois sur la LOM et à la fois sur les réseaux d'acteurs qui se sont largement mobilisés pendant toute la construction de cette loi. Autre exemple, sur les zones à faible émission, c'est un des outils de cette loi mobilité. Il va falloir que les élus se saisissent de cette compétence pour pouvoir modifier les règles de circulation sur leur territoire et proposer des zones apaisées, une restriction de la circulation, par exemple pour tout ce qui est camion transport de marchandises, proposer une restriction progressive pour les véhicules les plus polluants avec des alternatives qui vont être plus de cheminement piéton, plus de réseaux cyclables, les transports en commun adaptés. Et pour ça, ils auront la possibilité évidemment nous, on les invite fortement à concerter la population au maximum pour que les nouveaux outils de mobilité soient mis en place dans les conditions les plus intelligentes et les plus sereines possibles. Avec cette capacité sans doute à aussi exercer ce droit à l'expérimentation. Je crois qu'on part aujourd'hui avec une page blanche en quelque sorte, où il y a encore beaucoup de choses qui sont inventées sur la mobilité. Et donc un vaste champ d'action pour tous les acteurs locaux et territoriaux.